aspects du génie logiciel. Voilà, donc le TD numéro 2, nous allons voir 2 exercices. Un premier exercice relatif à la difficulté de spécifier un besoin fonctionnel. N'oubliez pas, les besoins fonctionnels font partie du cahier de charge. Donc, lorsque je décris un cahier de charge, parmi les choses que je dois mentionner dans ce cahier de charge, les besoins fonctionnels. Besoins fonctionnels, si vous voulez, c'est tout ce que je peux programmer du logiciel. Donc, ce que je vais programmer, c'est le côté code métier relatif au logiciel. Bien sûr, il y a des besoins non fonctionnels que certains d'entre eux, on peut les programmer. Mais ceux-là, ce n'est pas des besoins fonctionnels parce qu'ils ne font pas partie du code métier du logiciel. Par exemple, parmi les besoins non fonctionnels, les aspects relatifs au contrôle de sécurité pour l'accès aux données, tels que la mise en place d'un mot de passe, etc. Ça, je vais programmer ce contrôle. Mais ça ne fait pas partie du besoin fonctionnel parce que ce sont des besoins généraux qui peuvent se trouver dans n'importe quel logiciel. Je peux explorer dans n'importe quel logiciel. Besoin fonctionnel lorsque je fais allusion au code métier du logiciel. Donc, ce sont les traitements intrinsèques relatifs au logiciel. Par exemple, parmi les besoins fonctionnels de la gestion de la paie, calcul du salaire, ou bien, par exemple, des vacations sur salaire en cas d'absence, etc. Évaluation des primes, ou bien, je ne sais pas, tout ce qui concerne le traitement relatif au salaire, à la paie, si vous voulez. Ça, c'est des besoins fonctionnels. Mais d'autres besoins tels que, par exemple, la sécurité ou bien la mise en place si vous voulez, d'une interface IHM conviviale, etc., des choix, etc., des menus, etc., ça, c'est juste, mais ce n'est pas des besoins fonctionnels parce qu'ils ne font pas partie du code métier du logiciel à développer. Alors ici, on veut faire ressortir un peu cette difficulté de bien spécifier un besoin fonctionnel. Parce que si un besoin fonctionnel n'est pas bien spécifié, ça veut dire au bout du compte, après avoir suivi tout le cycle de vie de développement d'un logiciel, je ne vais pas aboutir au bon logiciel parce qu'un besoin n'a pas été bien clairement défini. Donc, s'il n'est pas clairement défini, ça veut dire que je vais me tromper quelque part lors de sa programmation, de sa réalisation. Ici, je me trompe, je ne fais pas ressortir ce qui devrait être réellement programmé, ça veut dire que le client ne sera pas content. Donc, je ne vais pas réaliser le bon logiciel. Voilà. Donc, on donne un cas précis et on s'est limité au cas de notre cabinet d'avocats. On voudrait faire ressortir dans cette gestion du cabinet d'avocats un besoin qui devait être pris en charge dans le cahier de charge, mais qui n'a pas été bien défini. On nous donne une situation très simple. Donc, je vais vous lire le contenu. Soit les spécifications relatives à la gestion d'estimation de services trimestriels d'un cabinet d'avocats. Ça veut dire, parmi les traitements qu'on doit inclure dans la gestion du cahier d'avocat, il y a un traitement qui va estimer l'extraction de services. Vous voyez bien qu'il y a des clients qui vont arriver dans ce cabinet, qui vont ramener leur dossier des affaires, voilà, à faire plaider par les avocats du cabinet. Et puis là, quand le client demande ce service, le cabinet va lui calculer les montants à payer. C'est ce qu'on appelle les montants de prestations de service, parce que le cabinet va lui rendre un service et il y a des prestations à payer pour cela. Donc, ces prestations de service, elles sont trimestrielles. Donc, chaque trimestre, si vous voulez, chaque 3 mois, le cabinet d'avocats fait ressortir un tableau pour chaque client, combien il doit payer, par exemple. Ça, c'est une estimation, une évaluation
trimestriel des montants de prestations de services à payer par chaque client. On vous dit un autre détail. Le chiffre d'affaires moyen enregistré par le cabinet pour le premier trimestre, janvier, février, mars de l'année, est estimé par la moyenne des prestations réalisées. Donc, il y a une moyenne à calculer des prestations réalisées. En plus, on vous donne cette nouvelle règle. Chaque client qui paye régulièrement bénéficie d'une réduction de 5%. Donc, si un client paye régulièrement, donc ça veut dire qu'il aura droit à une réduction de 5% des prestations à payer. On vous donne un petit tableau dans lequel on a recensé pour un trimestre, janvier, février, mars, les prestations à payer pour chaque client. Par exemple, vous avez le client Zakaria, il doit payer 3500, 3500, Ilham 7000, 7500, 5000, Iman 9000, 1500, et ainsi de suite. Voici les clients, hommes, femmes, et doivent payer chaque mois un certain montant ou bien certaines prestations. Voilà, c'est un cas particulier d'un calcul des prestations à faire payer par les clients. Alors, la question pour les questions qui sont posées, on vous dit dans la première question, pensez-vous que ces spécifications soient claires? Les spécifications, ce sont ceux-là, ce qu'on a décrit ici. Ce qu'on a décrit dans le A et le B. Voilà, ce qu'on a décrit ici. Dans le A et le B. Donc, pensez-vous que ces spécifications soient claires? Et deuxièmement, on vous dit pour vérifier la clarté de ces spécifications, calculer le chiffre d'affaires moyen, parce que regardez, quand les clients vont payer, donc ça, c'est l'argent, il sera encaissé par le cabinet. Donc, et puis là, en faisant un calcul global, il pourra faire ressortir le chiffre d'affaires qu'il va gagner chaque trimestre. Donc, on vous dit, calculer le chiffre d'affaires moyen sur la base des montants prestataires donnés dans le tableau ci-dessous, celui-là. Recenser tous les résultats possibles, proposer des spécifications plus claires. Voilà, donc on va se limiter à la première question. Première question, on vous dit, pensez-vous que ces spécifications soient claires? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas vraiment. C'est pas clair. C'est pas clair dans quel sens? On ne peut pas juger c'est quoi un client qui paie régulièrement. Est-ce que c'est chaque mois? Est-ce que c'est... On ne peut pas juger le client qui paye régulièrement. Donc, ce mot régulièrement, Ça veut dire il quoi? prête à confusion. Voilà. Régulièrement, est-ce que c'est chaque mois ou bien à chaque fois qu'on lui demande de l'argent? Voilà, c'est est-ce ça. qu'à chaque fois que l'argent lui est dû, donc il doit payer quelque chose, ou il paye, donc, ou bien est-ce que c'est chaque mois? Pourquoi c'est pas clair? Parce que regardez le tableau ici. Par exemple, si je prends le client Zakaria, on lui demande de payer 3500 au mois de février et 5500 au mois de mars. Donc, ça veut dire en janvier, rien ne lui a été demandé. Donc, pour nous, est-ce que celui-là est régulier? On se demande, est-ce qu'il est régulier? Non. Non, pourquoi? On peut dire que Ilham Janvier. est régulier. Non, regarde, mais... Régulièrement On peut aussi. pas savoir, normalement. On peut pas vraiment savoir. Parce que regarde, s'il paye 3500 au mois de février, et il paye 5500 au mois de mars, peut-être c'est le seul montant qu'on lui a demandé de payer. Et du coup, il n'est pas redevable au mois de janvier. On ne lui doit rien au mois de janvier.
Si on réfléchit sur cette logique, pour moi, Zakaria, il est régulier. Parce que supposons il n'est pas venu, il n'est pas venu au cabinet au mois de janvier. Il a déposé son dossier à partir du mois de février. Et puis, sur la base de ce dossier, on a fait du travail pour lui. On a calculé pour lui qu'il doit payer 3 500 au mois de février et 5 500. Par exemple, si je prends le client Ibrahim, il a payé juste le mois de janvier. Apparemment, il n'est pas régulier parce que il a payé juste un mois du trimestre. Là, le même raisonnement pour Kamel, qui n'a pas payé le mois de février, et pour Zakaria, qui n'a pas payé le mois de janvier. Imen aussi, elle n'a pas payé le mois de janvier. Pour moi, si on réfléchit sur la base de ce qu'on a réfléchi pour le client Ilham et Ishaq, pour nous, les autres clients ne sont pas réguliers. Parce qu'il y a au moins un mois dans lequel ils n'ont rien payé. Si on réfléchit sur cette base, sur la base, il faut payer chaque mois. Mais d'un autre côté, on peut interpréter autrement. On peut se dire, mais ils n'ont pas payé un mois particulier parce qu'ils n'étaient pas redevables ce mois-là. Par exemple, si je prends Ibrahim, il a payé juste le mois de janvier, c'est parce qu'on lui demande simplement de payer juste ce montant. Les autres mois, il n'est pas redevable vis-à-vis du cabinet d'avocats. Donc, du coup, il ne va rien payer. Donc, pour moi, celui-là, il est régulier parce qu'on lui a demandé de payer juste un mois, il a payé ce mois. Zakaria, on lui a demandé juste février-mars, il a payé ces deux mois. Donc, pour moi, c'est régulier. Donc, la confusion vient du fait qu'on a utilisé une spécification qui n'est pas claire. Un client qui paye régulièrement. Régulièrement, elle a au moins deux interprétations possibles, telles qu'on vient juste de discuter. Puisqu'elle a deux interprétations possibles, donc ça veut dire qu'on pourra la programmer de deux façons possibles, d'où la confusion. Donc ici, cette spécification n'est pas claire. Par rapport à la première spécification, est-ce que vous trouvez qu'elle est claire? La première. Non, madame, parce qu'il y a deux cas de finition d'affaires. Oui. Quel est le premier cas? Quel est ce premier cas? Est réglé. Je n'enregistrerai pas le code. Le fait de payer chaque mois, il est régulier. Il paye régulièrement. Non, le fait Les de deux payer chaque mois, il est régulier. Ça y est, on a discuté pour cela. On avait dit. La première, elle est claire. Pourquoi elle est claire? Qu'il y a une moyenne, on calcule la moyenne. Il n'y a pas de choix. Mais Oui, ça change un petit peu, madame Zakaria. oui, mais la moyenne, si tu as 3 montants et tu as 3 mois, divisé par 3, c'est ça la moyenne. Oui. Oui, mais moi, je peux trouver une autre moyenne. Si j'ai payé, par exemple, 2 mois, je divise par 2. Par exemple, ici, j'ai payé sur un mois, je divise par 1. Ça, Oui, mais ça reste une moyenne, madame. Ça reste une moyenne calculée à la SAB, combien de mois il a payé. Oui, bien sûr. Mais tu es bien d'accord avec moi qu'on peut trouver deux façons de calculer la moyenne. Par exemple, Le montant de tous les clients prédivisé sur le nombre de clients, par exemple. Ça, c'est la moyenne générale. C'est la moyenne générale. la question c'est pour déjà, Ibrahim. La question qui se pose pour Ibrahim, d'accord.
Par exemple, est-ce qu'on divise sur 3 ou on divise sur 1? Est-ce qu'on compte les autres comme 0? C'est ça, c'est C'est ça ça, ce qui est. la confusion, elle vient de là. Est-ce que Voilà, je c'est ça. divise par 3 pour dire en moyenne, chaque mois, il a payé ça? Ou bien je divise par 1 parce que Ibrahim, il était redevable que le mois de janvier. Voilà, c'est ça ce qui est un peu C'est la pas confusion. clair. Là. C'est ça qui Madame, il y est... a une ambiguïté. Oui, Il y a une ambiguïté. ambiguïté par rapport à la façon de calculer la moyenne. Voilà. Est-ce que je divise par exemple ici, est-ce que, par exemple, je vais faire le calcul de la moyenne horizontale, par exemple par ligne. Donc, je prends la moyenne pour Zakaria. La confusion, est-ce que je fais 3500 plus 5500 divisé par 3, parce qu'il y a 3 mois, ou bien je fais 3500 plus 5500 divisé par 2, parce qu'il était redevable que 2 mois, pour Zakaria. La même chose pour les autres clients. Pour Ilham, ça ne pose pas de problème, parce qu'elle a les 3 mois, donc je divise directement par 3. Mais par exemple, pour Iman, c'est la même chose que Zakaria. Est-ce que je divise par 3 ou bien par 2? Pour Ibrahim, c'est encore pire. Est-ce que je divise par 3 ou bien par 1? Et ainsi de suite. Maintenant, essayons de chercher la moyenne par mois. Est-ce que je divise par le nombre de clients? Par exemple, ici, combien de clients? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je fais 0 plus 7000 plus 0 plus 3000 plus 11000 plus 1500 divisé par 6? Ou bien je fais 7000 plus 3000 plus 11000 plus 1500 divisé par 4? Parce qu'il n'y a que 4 clients au mois de janvier qui étaient redevables. Donc, il y a plusieurs façons d'interpréter les choses, que ce soit par rapport à la première spécification ou bien par rapport à la deuxième spécification. Donc, la réponse à cette question, pensez-vous que ces spécifications soient claires? La réponse est non, pour ces deux raisons. En calcul de moyenne, que ce soit en horizontal ou bien en vertical, on ne sait pas, est-ce qu'il faudrait prendre en horizontal tous les mois, donc 3 mois, pour tout le monde, ou bien seulement les mois qui étaient dans lesquels les clients étaient redevables. Pour le calcul en vertical, ça veut dire qu'on va trouver la moyenne mensuelle pour le cabinet à enregistrer. Est-ce que je calcule selon le nombre de clients total ou bien selon le nombre de clients simplement qui étaient redevables? Donc, la deuxième confusion, c'est dans le mot régulier. Donc, régulier par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il devait payer, donc, au montant dû, ou bien par rapport au nombre de mois. Donc, la confusion, elle vient de là, que ce soit pour la première ou bien pour la deuxième. On vous dit ici, dans la deuxième question, pour vérifier la clarté des spécifications, il faut calculer selon différentes façons. Donc, essayons de calculer selon différentes façons, en horizontal, en vertical, et essayons de voir, on va recenser tous les résultats possibles. Donc, la réponse à la première question, la voici. La première, les spécifications ne sont pas claires. Pourquoi? Car il y a des clients qui n'ont pas nécessairement payé tous les mois de façon régulière. On se pose la question de savoir si on doit compter la moyenne des montants, peu importe dans quel mois ils ont été payés, ou bien compter combien on a pu encaisser de profit en moyenne par rapport à la contribution de chaque client. La deuxième, qui peut être considéré comme client régulier pour pouvoir bénéficier d'une réduction de 5%? Est-ce que c'est celui qui paye régulièrement chaque mois ou bien qui paye seulement ce qui lui est dû? S'il paye simplement ce qui lui est dû, il est régulier pour nous. C'est une façon aussi de dire qu'il est régulier. Voici un petit peu le recensement des différents résultats possibles qu'on peut interpréter. Par exemple, je prends pour le client Zakaria. Donc, j'ai 0, 3500, 5500. Je peux calculer une moyenne par rapport au mois. Et dans ce cas-là,
je fais la somme de 0 plus 3500 plus 5500 divisé par 3. Du coup, je trouve 3000. Mais il y a aussi une autre façon de calculer. Je me dis, mais ce Zakaria, en tant que client, était redevable que le mois de février et le mois de mars. Du coup, qu'est-ce que je fais? 3500 plus 5000 divisé par 2. Et je retrouve une autre moyenne de Zakaria qui est 4500. Vous voyez, cette moyenne est un peu différente de cette autre. Donc, je fais de même pour les autres. Par exemple, pour Ibrahim, il était redevable que le mois de janvier. Donc, divisé par 3. Donc, je retrouve en mensuel, c'est 1000 dinars. Mais divisé par 1, parce qu'il était redevable que le mois de janvier, je retrouve 3000. Et je fais de même pour les autres clients. Donc, je vois bien, en termes de calcul de moyenne par rapport aux clients, j'ai possibilité de trouver deux moyens, deux façons de calculer cette moyenne. D'où la confusion. Qu'est-ce que je choisis? Celle-là ou bien celle-là? C'est ça la confusion. Parce que j'ai possibilité de calculer de deux façons différentes. La même chose ici, par rapport à la verticale. Ça veut dire que je vais calculer la moyenne mensuelle de chaque mois pour le cabinet. Est-ce que je fais la somme de tous les montants, y compris le 0, et je divise par 6, donc dans ce cas-là, par exemple, pour le mois de janvier, je retrouve 3750 que le cabinet a encaissé de tous ses clients en mois de janvier, ou bien je retrouve un autre moyenne qui est 5625 et qui est la moyenne encaissée pour le mois de janvier des clients simplement redevables. Ça veut dire Ilham, Ibrahim, Kamal, Ishaq, et c'est tout. Donc, j'aurais éliminé Zakaria et Iman. Parce que ceux-là, en mois de janvier, ils n'étaient pas redevables au cabinet. Et dans ce cas-là, je retrouve une nouvelle moyenne qui est 5625. Donc, finalement, même au niveau calcul mensuel pour le cabinet, il y a deux façons de calculer cette moyenne, d'où la confusion. Est-ce que je choisis cette première façon ou bien cette deuxième façon? Voilà. Donc, la moyenne générale trimestrielle, est-ce que ça sera 4608,33 ou bien est-ce que ça sera 4880? Donc, tout dépend de ce que j'aurai sélectionné comme façon de calculer. Donc, pour la même, en conclusion, ça veut dire pour la même spécification, il existe plusieurs manières de l'interpréter, d'où la confusion dans sa prise en charge. Cette spécification ne pourra jamais être prise en charge correctement parce qu'il y a plusieurs interprétations de celle-ci. Est-ce que vous avez compris? S'il vous plaît, s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? On avait dit que les deux spécifications, juste pour rappel, on a spécifié, donc ça veut dire ici, on est en train de définir les besoins. Donc, dans le cahier de charge, nous avons dit, on va définir les besoins sous forme de description textuelle, tel qu'on l'a fait ici. Ensuite, ces besoins qu'on a décrits textuellement, on va les modéliser, on va les représenter sous forme de diagramme. C'est ce qu'on appelle la spécification des besoins. C'est modélisé sous forme de diagramme UML. C'est les besoins du cahier de charge. C'est la partie spécification des besoins. Dans la définition des besoins, on a vu qu'une même spécification pouvait avoir deux interprétations différentes. D'où la difficulté de sa prise en charge dans le logiciel futur. Parce qu'elle va être, déjà, elle va être spécifiée différemment, elle va être conçue différemment, elle sera programmée différemment,
et d'où à la fin, on peut ne pas tomber sur la bonne spécification désirée par le cabinet d'avocats. Des questions par rapport à ça, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Est-ce que vous m'entendez au moins? Non. Oui, madame, oui. Ça, c'était la réponse à ça. Donc, on a recensé tous les, les chiffres possibles qu'on pouvait interpréter pour le calcul de la moyenne. Maintenant, est-ce qu'on peut proposer des spécifications plus précises, plus claires, pour éviter cette confusion? Par exemple, par rapport à la première ou bien par rapport à la deuxième. Si je prends la deuxième, chaque client qui paye régulièrement bénéficie d'une réduction de 5%. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme mot pour bien éclaircir ce mot régulièrement? Le client qui paye régulièrement chaque mois bénéficie d'une réduction. Mais supposons, parce que si tu dis chaque mois, ça veut dire, par exemple, si Zakaria a ramené son dossier en mois de février, je dois lui faire payer mois de janvier alors qu'il n'était pas concerné par le paiement. Ça veut dire, supposons Zakaria, il a ramené son dossier juridique au niveau du cabinet en mois de février. Donc, il a commencé à être mon client à partir du mois de février. Théoriquement, à partir du moment où j'ai pris son dossier, il est officiellement client dans mon cabinet. Et du coup, c'est logique de comptabiliser pour lui des montants à payer à partir de ce moment-là et pas à une date antérieure. Dans ce cas-là, si tu dis chaque client qui paye régulièrement chaque mois bénéficie d'une réduction de 5%, tu imposes à des clients qui n'étaient pas clients à un certain mois de payer quand même. Et ça, ce n'est pas logique. Est-ce que tu m'as compris? D'accord, madame. Je peux rajouter, madame, le mois. Chaque client qui devait payer le cabinet pour tel mois. Donc, est-ce qu'on peut dire chaque client qui paye régulièrement ce qui lui est dû, ce qu'on lui doit, régulièrement ce qu'on lui doit, ce qui est dû, ce qu'on lui doit, bénéficie d'une réduction de 5%. Exemple, par exemple, si je rajoute ça, chaque client qui paye chaque mois, plutôt, chaque client qui paye régulièrement ce qu'on lui doit, ce qui lui est dû, si vous voulez. Ça veut dire, exemple, par exemple, Zakaria, on lui doit 0, ici. Payer 0. Février, on lui doit 3500, il a payé 3500. Mois de mars, on lui doit 5500, il a payé 5500. Donc, sur la base de cette répartition, pour nous, Zakaria c'est un client régulier. On peut trouver plusieurs exemples pour dire ce qu'on lui... Par exemple, si je prends, je change un petit peu les données. Par exemple, si je prends Zakaria, supposons on lui doit 4000 dinars. On a changé un petit peu. On a un petit peu changé un petit peu les données. Supposons ce Zakaria, on lui doit au mois de janvier 4000 dinars. Mais il nous a payé 0. Il n'a pas payé. Mois de février, on lui doit 3500. Il n'a pas payé. Mois de mars, on lui doit 5500. Il a payé ce montant. Donc ici, ce client,
théoriquement, il ne devrait pas bénéficier de la réduction de 5%. Parce qu'il y a des montants dus qui n'ont pas été payés dans les délais. Par contre, si je prends Ibrahim, supposons on lui doit, bon, j'ai un petit peu changé, j'aurais dû mettre 3 000, mais ce n'est pas grave. Supposons qu'on lui doit 4 000, et il a payé mois de janvier 4 000. Mois de février, on lui doit 0, il a payé 0. Mois de mars, on lui doit 0, il a payé 0. Théoriquement, celui-là, il doit bénéficier d'une réduction parce qu'il a payé tout ce qu'on lui, tout ce qui lui est dû. Tout ce qui lui est dû a été payé. Est-ce que vous êtes d'accord? Sur la base de ça, on peut dire qu'il bénéficie d'une réduction de 5%, tout client qui paye mensuellement le montant dû. Le montant dû. Ça veut dire chaque mois, il y a un montant dû, il y a un paiement fait. Donc, s'il y a un montant dû, il a été payé. C'est que c'est fait pour Ibrahim. Donc, pour moi, c'est un client régulier. Par exemple, ici, il y a un montant dû, mais il n'a pas été payé. Ça veut dire, dans ce mois, ce Zakaria, il n'est pas régulier parce qu'il a loupé un mois. Est-ce que vous avez compris? S'il vous plaît, est-ce que... donc, ça veut dire ici, pour lever l'ambiguïté par rapport au régulier, il va bénéficier de 5%, tout client qui paye le montant dû de chaque mois. Par exemple, ici, le montant dû du mois de février, c'est 0, il a payé 0. Ça veut dire on ne lui doit rien, il n'est pas redevable. Ici, du 0, payé 0, il n'est pas redevable. Par contre, ici, on lui doit 4 000, il a payé 4 000. Donc, pour nous, ce client Ibrahim bénéficie d'une réduction de 5%. Supposons Zakaria, donc il fallait que je fasse 0 ici. Supposons ici, du 0, payé 0, donc il n'était pas redevable ici. Du 3 500, il a payé 0. Du 5 500, il a payé 5 500. Ça veut dire ici, il a payé ce qui lui est dû du mois de mars, mais il n'a pas payé de ce qui lui est dû du mois de février. Donc pour nous, pas de réduction pour ce client parce qu'il n'est pas régulier. Pour la première, donc on peut donner une spécification de cette manière. Le chiffre d'affaires trimestriel moyen enregistré par le cabinet est estimé par la moyenne des prestations mensuelles réalisées. Donc ici, par exemple, si je calcule la moyenne par rapport à ce petit tableau, le chiffre est estimé par la moyenne des prestations mensuelles réalisées. Donc ici, du 4000, donc ici, je ne vais pas le compter. Ici, je ne vais pas le compter. Par contre, celui-là, je vais le compter. Donc 5000 plus 4000 divisé par le... Sur combien je vais diviser sur le grand tableau, ça n'apparaît mieux parce que là, il y a... Donc ici, sur combien je vais diviser le chiffre d'affaires moyen, un trimestriel moyen enregistré par le est estimé par la moyenne des prestations mensuelles réalisées. Donc ici, si je calcule la moyenne par rapport à Zakaria, qu'est-ce que j'ai pu réaliser? J'ai pu réaliser simplement 5500. Par rapport à Ibrahim, j'ai pu réaliser 4000. Donc, en moyenne, je divise sur combien? Donc ici, je ne divise pas. Donc ici, parce que 5000, j'ai réalisé pour le mois de mars 5500. Donc ici, parce qu'on vous dit estimé par la moyenne
des prestations mensuelles réalisées. Bon, 5500, donc ici en moyenne mensuelle, donc il faut diviser. Donc il faut diviser par 3. Donc ici 5500 divisé par 3 et ici 4000 divisé par 3 et la somme me donnera la moyenne que le cabinet a enregistrée pour ses deux clients. Donc ici, je vais faire diviser par 3, divisé par 3 et la somme divisée par 2, ça sera la moyenne du cabinet qu'a réalisé mensuellement. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc ici, donc je divise ici par 3. Donc je trouve ça. Je divise à chaque fois par 3, je trouve ça. Et puis la moyenne, ça sera la somme de tout ça. Donc ça sera la somme de tout ça. Je trouve la moyenne que le cabinet a réalisée. Mais je trouve la moyenne que le cabinet a réalisée, c'est parce que j'ai rajouté un mot par rapport à ce qui a été décrit. Parce qu'ici, dans la première spécification, on avait dit il est estimé par la moyenne des prestations réalisées. On n'a pas rajouté mensuel. Alors que dans l'éclaircissement de la spécification, on avait dit qu'on va rajouter ce mot, la moyenne mensuelle. Donc, ça veut dire estimé par mois. Dans la première spécification, elle n'était pas claire parce qu'on n'avait pas rajouté ce mot mensuel. Regardez l'interprétation. Donc, on vous dit est estimé par la moyenne des prestations réalisées. Donc, on ne sait pas est-ce que réalisé par rapport à ce qui a été dû ou bien par rapport au mois. Donc, on a rajouté le mot mensuel, c'est pour la rendre plus claire, se limiter au mois. Donc, ça veut dire par rapport au mois, la moyenne mensuelle de Zakaria, je dois diviser par 3. C'est parce que j'ai spécifié mensuel. Par rapport à Ilham, je divise aussi par 3 et ainsi de suite. Parce que je dis, j'ai en moyenne réalisé 3000 dinars du client par mois, du client Zakaria, en moyenne. Ici, par exemple, j'ai en moyenne réalisé 1000 dinars par mois du client Ibrahim. Donc, parce que là, j'ai rajouté le mot mensuel. Et par la suite, je peux trouver la moyenne générale que le cabinet a enregistrée de façon mensuelle. Est-ce que vous avez compris? S'il vous plaît, par rapport à cette deuxième spécification, regardez, la spécification devient plus claire. C'est parce que par rapport à la première, on avait dit estimé par la moyenne des prestations réalisées, donc elle n'était pas claire, et pour la rendre claire, on a rajouté le mot mensuel. Ça veut dire je dois comptabiliser le trimestre mois par mois, ça veut dire tout calcul de moyenne doit être divisé par 3, et c'est une moyenne mensuelle, qu'il a payé ou pas. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui? Madame, ça veut dire que pour Zakaria, il faudra diviser par 3, mais pour Brahim, on divise par 1. Non. Pour tout le monde, justement, on l'a rendu plus clair, c'est parce qu'il y a une seule façon de calculer. Pourquoi on a rajouté ce mot? Attends. Pourquoi on a rajouté ce mot? C'est pour faire rappeler que le trimestre, il est composé de 3 mois. Et si je veux calculer mensuellement la moyenne, je divise par 3. Et ça sera divisé par 3 pour tous les clients. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de confusion dans le calcul. C'est une seule façon de calculer, une seule méthode de calcul. Ça veut dire ici, pour le client Zakaria, je dois calculer combien j'ai mensuellement tiré profit de lui. Mensuellement, j'ai pu tirer profit de lui 3000 dinars. C'est comme s'il m'a payé 3000 dinars chaque mois. Donc, j'ai fait 0 plus 3500 plus 5500 divisé 3. Donc, en moyenne, Zakaria a payé 3000 dinars par mois. Même, je sais qu'en mois de janvier, il n'a pas payé. Mais c'est par là une estimation moyenne de chaque mois. Par exemple, pour Ibrahim,
En moyenne, il m'a payé 1000 dinars chaque mois. Bien sûr, la somme de tout, c'est, supposons 1000 dinars, 1000 dinars, 1000 dinars. En tout cas, combien j'ai encaissé d'Ibrahim? J'ai encaissé 3000. Ça, c'est clair et net. Donc, ça, le même calcul pour les autres. Par exemple, pour Kamel, en moyenne, j'ai pu encaisser de lui mensuellement, donc il faut rajouter ce mot, mensuellement 4000 dinars. Ça veut dire moi, janvier, j'ai pu encaisser de chez lui 4000 dinars, février 4000 dinars, et mars 4000 dinars. Donc 4000, 4000 et 4000, ça me fait 12 000. La totalité du montant que j'ai pu encaisser de chez Kamel, c'est 12 000. Et c'est vrai. Donc, si vous faites 11 000 plus 1000, ça vous donne 12 000. Simplement, cette moyenne, elle est un petit peu estimée. Elle est répartie mensuellement. Donc, cette façon de calculer seule et unique, enlever l'angle, ça peut une ambiguïté d'interpréter le calcul de la moyenne de deux façons différentes. Est-ce que tu as compris? Le but de proposer une nouvelle spécification, c'est de pouvoir la rendre plus précise, de telle sorte à ce que le calcul de la moyenne se fasse avec une seule méthode unique et pas une autre. C'est la raison pour laquelle on avait dit la moyenne des prestations mensuelles. On a rajouté ce mot, c'est pour préciser qu'on doit diviser les montants qui ont été payés par chaque client, on doit les diviser par 3 pour estimer mensuellement ce que nous a payé un client par rapport à l'autre. Est-ce que vous avez compris? Madame, ça veut dire on a préféré mettre les gens qui devaient au cabinet une somme et les gens qui ne devaient pas, qui n'ont pas payé, c'est logique, dans le même cas. Dans le même cas, parce que cette moyenne, c'est une estimation. En moyenne, il m'a payé 3000 dinars, en moyenne, chaque mois. 3000, 3000, 3000, ça me fait combien? 9000. Et c'est vrai, si je fais la somme de 3500 plus 7500, c'est 9000 en totalité. Mais je me dis, en moyenne, j'ai pu encaisser de chez lui 3000 dinars chaque mois. C'est une répartition moyenne par mois. C'est une répartition. C'est un calcul mensuel, si tu veux. On a rajouté ce mot mensuel, c'est pour éviter qu'il y ait de l'interprétation différente pour un client par rapport à l'autre. De traiter tous les clients de la même manière dans le calcul de la moyenne. Bien sûr, cette proposition qu'on a faite ici, elle n'est pas unique. On peut trouver une autre proposition. L'essentiel, c'est de la rendre plus claire pour que la méthode de calcul de la moyenne soit unique, qu'elle n'admet pas une autre façon une autre interprétation pour la calculer, cette moyenne. Donc, on peut trouver d'autres propositions de spécification pour que celle-ci soit précise. Est-ce que vous avez compris? Madame, Oui. pardon, madame, par exemple, dans le cas Ibrahim, madame, on a la moyenne des prestations mensuelles réalisées. Oui. réalisées, ça veut dire, madame, on les a réalisées. Non, attends. Réalisées. Estimé par la moyenne des prestations réalisées. Regarde, pour Ibrahim, si je prends le client Ibrahim, ici, parce que, regarde, parce que au départ, on pouvait interpréter de deux façons différentes. Ou bien, je fais 3000, je divise par le nombre de mois du trimestre, ça veut dire que je vais diviser par 3. Dans ce cas-là, je vais trouver cette moyenne. Ou bien, je me dis, j'ai pu réaliser que le mois de janvier, et dans ce cas-là, la moyenne, ça sera divisé par 1. Parce que c'est ça, Ibrahim, il était redevable simplement le mois de janvier. Et dans ce cas-là, je n'ai pas à calculer sa moyenne par rapport à janvier, février, mars. J'ai à calculer sa moyenne par rapport au mois dans lequel il était réellement redevable. Dans ce cas-là, il était redevable dans un seul mois
Et dans ce cas-là, son moyenne, c'est 3000 divisé par 1. Donc, cette première spécification telle qu'on l'a mise ici, elle pouvait avoir deux interprétations différentes. Ou bien celle-là divisée par 3, ou bien celle-là divisée par 1. Est-ce que tu m'as compris? Oui. Voilà, donc le problème, c'est que lorsque vous lisez une spécification et que, par exemple, moi, je vais lire cette spécification, je vais calculer la moyenne avec ma façon, comment j'ai compris la spécification, et toi, de ton côté, tu as compris la spécification d'une façon différente. Donc, tu lui as trouvé une autre interprétation. Et les deux interprétations, elles sont valables pour les deux, pour la spécification. Les deux, elles sont logiques et elles sont valables. Il n'y a rien qui dit que la première est correcte, l'autre elle est fausse. Ou bien inversement. Les deux interprétations sont possibles. Pourquoi elles sont possibles? C'est parce qu'initialement, la spécification n'était pas très précise, n'était pas très claire. Elle a donné la chance à plusieurs interprétations possibles. D'où la confusion. Maintenant, si je veux la rendre plus précise, je peux proposer une spécification qui soit précise dans ma logique, dans ma sens, comme tu peux trouver à toi aussi une autre interprétation qui soit aussi logique et précise, mais qui peut être différente de la mienne. Qu'elle soit différente de la mienne, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est une fois qu'on a choisi la spécification claire et précise, c'est celle-là qu'il faut adopter dans le cahier de charge. Comme ça, lorsqu'on arrive à la partie programmation ou bien même modélisation, on ne va pas modéliser de deux façons différentes la même chose. Ou bien on va programmer de deux façons différentes la même chose. Est-ce que tu m'as compris? Oui, madame. Voilà, donc le but, c'était de faire ressortir ce concept. Donc là, la bonne définition des besoins dans le cahier de charge, c'est la clé, c'est primordial, mais c'est la clé, la principale clé de réussite du futur logiciel programmé. Si vous définissez de façon précise et claire vos spécifications, vos besoins dans le cahier de charge, la suite, ça devient qu'une démarche de conception, de réalisation qui est d'ores et déjà réussie. Elle est dans la poche parce que là, tout ce que vous allez concevoir, c'est celle-là et ce n'est pas autre chose. Tout ce que vous allez programmer, c'est cette programmation. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant de passer à l'autre exercice? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Madame, Par rapport au cours, oui. par rapport au... Est-ce que vous m'entendez, madame? Ah, je vous entends. Vous avez dit que vous avez une question par rapport au cours. Ah, par rapport au TD, s'il vous plaît. On termine à quelle heure, s'il vous plaît? Il nous reste juste 5 minutes et on termine. D'accord, merci beaucoup. Donc, si vous n'avez pas de questions par rapport à cet exercice, on passe. L'exercice, il est tout à fait banal, il n'a rien de spécial. Il faut faire ressortir simplement l'idée que la spécification des besoins, d'un besoin fonctionnel, il faut qu'il soit clair et précis, qu'il n'admet pas plusieurs interprétations, qu'il admet simplement une seule et unique interprétation pour qu'il soit bien pris en charge lors des étapes qui suivent dans le cycle de vie du logiciel. Voilà donc ce qu'il faut retenir comme leçon de cet exercice. Le deuxième exercice, 5 minutes et on le termine. La première question, on a eu... Comment? L'examen va être comme ça, banal. L'examen, non, ça ne va pas être comme ça. Peut-être le contrôle sera comme ça, mais l'examen, non. Le contrôle, peut-être, ça sera comme ça, peut-être. Je vais encore décider, mais le مدام contrôle... علاش كاين كونترول كاين انتيرو Il y a contrôle, il y a test de TP. نو مدام الانتيرو تاع الكور كاين Il y a, oui,
Théoriquement, oui. Parce que nous avons 2 semaines de présentiel après. Non, madame, normalement, une semaine. Seulement. Madame, une semaine, ماشي 2 semaines. Une semaine, oui, on peut la partager en test de TP et interro. On verra. On verra. On peut la partager test de TP. On verra. Le présentiel, ça sera pour quand? Le 6. Le 6 mois de juin. Oui. Ah, c'est trop tôt. D'ici le 6, combien de séances on fera? Maximum de madame. séances. Maximum de séances, oui, je pense qu'on peut faire un petit test, oui. On peut faire un petit test. Il y a madame, il y a une seule, là, شغل هاد السمانة. Il reste une semaine, on verra. On trouvera un moyen pour faire le test. On verra. Une question de l'exercice numéro 2. La première, je crois qu'on a répondu la dernière fois. Il y a certaines personnes qui ont obtenu un bonus. Je ne sais pas si je peux faire ressortir ce bonus-là. Attendez, je crois que j'ai mentionné quelque part où les gens ont obtenu des bonus. Par exemple. Je ne sais pas si j'ai fait, parce que là, j'ai fait ressortir les gens qui ont obtenu un bonus. Bon, c'est pas ça. De toute façon, je vais les contacter. Il y a quelques-uns qui ont obtenu un 1, d'autres 0,25. Voilà, donc attends, TP, on voit, non. Je vais, s'il vous plaît, je vais vous donner. Bon. Non, c'est pas ça. Parce que là, j'ai fait mentionner les gens qui ont obtenu un petit bonus. Non, c'est pas ça. Attends, le dernier qui a été mentionné. Donc ici, dernier utilisation. Mais les listes, peut-être contact. Donc je ne sais pas. Ah, peut-être dans le chat. Dans le chat. Madame, s'il vous plaît, on peut continuer l'exemple d'après revenir au poste. Comme ça, les gens. Oui, concernés. ça y est. Donc, je vais les contacter. Je vais les contacter sur les. Oui. Donc, directement, on revient à notre TD. Directement. Donc, la question, la différence entre les différents modèles du cycle de vie, c'est, on avait dit, la différence entre les différents modèles, ils représentent tous le cycle de vie d'un logiciel. La différence entre les modèles, c'est la logique d'enchaînement des différentes étapes du cycle de vie. Et non pas les étapes. Les étapes, elles sont les mêmes. Elles sont les mêmes pour tous les modèles. Simplement, il y a la logique d'enchaînement de ces étapes qui diffère d'un modèle à un autre. Le cahier de charge. Un cahier de charge décrit l'ensemble des spécifications des besoins, qu'ils soient fonctionnels ou non fonctionnels. Parce qu'ici, on vous dit la question, un cahier de charge décrit quoi? Donc, il faut répondre, un cahier de charge décrit l'ensemble des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Ici, on vous dit une autre question, quelles sont les maintenances qui permettent la correction et l'amélioration d'un logiciel? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? La correction, la maintenance qui permet de faire la correction, la maintenance qui permet d'améliorer. Est-ce qu'il y a des propositions? Donc, directement, la maintenance qui permet de faire la correction, c'est la maintenance, on l'appelle corrective. Et celle qui permet d'améliorer, on l'appelle la maintenance perfective. Voilà, celle qui rend le logiciel de plus en plus parfait. Que favorise le faible couplage et la forte cohérence entre les éléments d'un logiciel? On avait dit, parmi les recommandations de bonne qualité d'un logiciel, il faut que les éléments, bien les composants du logiciel, soient fortement cohérents, mais faiblement couplés. Donc, le fait d'avoir cette forte cohérence et ce faible couplage, ça permet une meilleure maintenabilité, donc on arrive mieux à maintenir notre logiciel,
et ça permet d'avoir une meilleure réutilisabilité. Parce que s'il y a un faible couplage, je peux réutiliser des éléments de ce logiciel à composer d'autres logiciels. Voilà, donc ça favorise la maintenabilité et la réutilisation. Voilà, donc sur ce, je termine ce TD. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, sinon je vais clôturer la séance. Je n'ai pas compris la dernière question. Vous n'avez pas compris. Attendez, je réponds à votre camarade, ensuite je passe à toi. Que favorise le faible couplage? Donc nous avons deux aspects. Faible couplage, ça veut dire les éléments du logiciel, ils ne sont pas trop liés entre eux par des liens. Il y a très peu de liens. Donc, par exemple, un élément est fortement couplé avec, supposons un logiciel contient quatre composants, bien 4 éléments. Et les 4 éléments, ils sont hyper liés avec des flèches, de part et d'autre. Par exemple, un élément est lié avec les 3 autres. Le deuxième élément est lié avec les 3 autres. Et le troisième élément, et ainsi de suite. Donc, on voit bien que c'est fortement couplé. Donc, si c'est fortement couplé, si, supposons, je veux faire corriger un élément qui a causé un bug, je serai obligé de corriger même tous les éléments qui sont, avec qui il est relié. Donc, je dois faire de la maintenance de tout le monde. Donc, ça, c'est un petit peu compliqué, c'est difficile. Parce que les éléments, ils sont fortement couplés. Donc, ce n'est pas une conception de qualité. Une conception de qualité, c'est lorsque les éléments ils sont faiblement couplés, qu'il y ait un minimum de liens les reliant. Donc, si j'ai à maintenir un élément, peut-être j'aurai à réviser simplement le contenu de cet élément et ne pas toucher les autres. Ou bien, à la rigueur, 1 ou 2 éléments, pas plus. Parce que les éléments, ils sont faiblement couplés. Ils ne sont pas liés l'un avec l'autre avec des traitements ou bien des données en commun, etc. Ça, faiblement couplé, c'est une recommandation de bonne qualité du logiciel. Mais il faut qu'il y ait une forte cohérence d'un élément. Donc, ça veut dire un élément, il englobe tous les traitements de l'élément lui-même. Je vous ai donné la dernière fois dans le cours, supposons l'élément du logiciel, c'est une classe. Par exemple, la classe compte. Je dois trouver dans la classe compte que les informations relatives au compte. Par exemple, je retrouve, par exemple, la classe compte. Exemple, hein. Donc, je retrouve, par exemple, le numéro du compte, le solde, etc. Mais je peux pas, je retrouve, par exemple, déposer, retirer comme étant les méthodes de cette classe. Donc, c'est ça, c'est une forte cohérence. Par exemple, déposer, retirer, montant du solde, parce que le solde fait partie du compte. Et c'est normal qu'on dépose et on retire d'un compte. Ça c'est une forte cohérence. Mais supposons, dans la classe compte, je vais retrouver une méthode qui n'a rien à voir. Par exemple, une méthode qui dit calculer la surface d'un cercle. Et je retrouve parmi les attributs le rayon, et je retrouve la valeur pi comme étant une valeur fixe, une constante. Et la méthode calculer la surface d'un cercle. Calculer la surface d'un cercle par rapport aux éléments de compte, il n'y a pas de cohérence. Parce que surface, c'est la géométrie, le compte, c'est tout ce qui est solde, ce qui est dépôt, retrait. Ça, c'est une mauvaise conception quand il n'y a pas de cohérence dans un composant. S'il n'y a pas de cohérence, ça veut dire que la modélisation elle a été fausse. Et ça, ce n'est pas recommandé par les recommandations pour une bonne qualité du logiciel. Donc, pour une bonne qualité du logiciel, il faut un faible couplage. Comme ça va faciliter la maintenance et la réutilisation des parties du logiciel. Et une forte cohérence, comme ça, le même élément, il encapsule tous les traitements, tout ce qui est traitement, mais de façon cohérente relative au code métier. Donc, cela, ça favorise la maintenabilité du fait que les éléments ne sont pas trop liés entre eux et la forte réutilisation. Donc, je peux réutiliser des éléments de ce logiciel à composer d'autres logiciels. Est-ce que tu m'as compris maintenant? Oui, d'accord. Merci. Merci, madame.
Il y avait votre garçon qui devait me poser quelque chose, une question, ou bien une remarque. Oui, madame, si vous pouviez envoyer mon CV au délégué. Au délégué, comment il s'appelle déjà? Abdelhadi Sioud. C'est celui à qui j'ai envoyé la dernière fois l'envoi numéro 1. Je suis en train Normalement. je suis en train de vous préparer l'envoi numéro 2. Donc déjà, parmi les envois, je suis en train de composer l'envoi numéro 2. Déjà, il y a le 2 fichiers PDF, correspondance modèle UML et diagramme de classe relationnelle, le cours numéro 5 et les TP avec le TD d'aujourd'hui. Les TP qu'on a vu les dernières fois. Voilà, avec les TP, la correction du TD1, les TP qu'on a vus déjà, le cours et le TD d'aujourd'hui. Voilà, donc ce que je dois vous envoyer, tout ça. Madame. D'accord, merci, madame. Oui. Oui. Madame, s'il vous plaît, quand est-ce que vous allez nous envoyer les instructions à suivre pour faire le projet du TP? C'est pas le projet du TP, le projet UML. Ce que je demande à travers le projet, ce n'est pas la programmation. Je demande la modélisation. La prochaine fois, on va commencer le diagramme. Donc déjà, vous avez la partie faisabilité, définition des besoins, sous forme textuelle, vous pouvez les faire. Et lorsqu'on va faire le diagramme de use case, déjà, vous avez le premier diagramme à réaliser. Ce que je demande à travers le projet, ce n'est pas la programmation, je demande la modélisation. La programmation, vous avez tout le temps vous pouvez programmer comme vous voulez avec le module PO. Mais la partie programmation, par contre, que je demande, c'est la traduction du modèle diagramme de classe. Ce n'est pas le contenu de toutes les méthodes et tout ça. De toute façon, Madame, donc maintenant, on est censé faire le cahier de charge, c'est ça? Vous êtes censé répondre à la faisabilité, cahier de charge. Le cahier de charge, la partie définition des besoins. Parce que définition des besoins, c'est comme dans l'exercice, c'est sous forme textuelle. L'exercice. Voilà, donc par exemple ici, je suis en train de définir les spécifications, définition des besoins, ou bien des spécifications ici, sous forme textuelle. Par la suite, il faut la spécification des besoins, c'est sous forme graphique avec UML. Est-ce que vous m'avez compris? D'accord, donc madame, juste pour récapituler, on doit faire le cahier de charge pour l'instant. Étude de faisabilité, cahier de charge. D'accord, merci. Voilà, donc pour l'instant, c'est cela. Donc la programmation de le projet, elle ne constitue que le 5% du travail qui est demandé. 95% du travail demandé, c'est la modélisation. D'autres questions? Madame, Oui. s'il vous plaît, pour les PDF que vous allez envoyer, est-ce que vous pouvez les envoyer avant le lundi pour qu'on puisse réviser? Inch'Allah, je vais le faire. Inch'Allah. D'accord, merci. Déjà, regardez. Le TP. Le TP, parce que là, j'ai essayé de vous organiser les TP selon l'état d'avancement de nos TP. Par exemple, dans le TP2, je vais vous l'envoyer. Hein. On avait programmé la classe client et la classe type client, pas l'énumération type client. C'est-à-dire que je suis en train de composer les TP selon l'état d'avancement des séances. Dans le TP3, on avait rajouté, avec type client et client, on a rajouté la classe compte. Dans le TP4, en plus, on a rajouté une nouvelle classe, la classe contact. La classe contact, c'est parce qu'on a commencé à utiliser les associations. N'oubliez pas, les associations, ce que je veux dire par ça, pardon. Voilà. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est parce qu'on a modélisé on a modélisé la dernière fois la classe client avec la classe contact et on a modélisé une association.
Donc, à travers le TP4, on a traduit cette association. Donc, je suis en train de la finaliser pour vous. Donc, ici, nous avons la classe contact. Et dans la classe client, on avait dit qu'on devait utiliser un vecteur des contacts. Et puis, la prochaine fois, on verra dans le TP5, en plus de la classe client, compte, contact, type client, on va rajouter un autre étage. C'est celui-là. On va rajouter ça. Pardon. Pardon, ça coince. Désolé. Bon, je vais essayer de réduire un peu. Ça coince. On va rajouter un autre aspect. Et donc, vous voyez bien qu'à chaque fois, on est en train de ramener un autre aspect du modèle. Pardon. Excusez-moi, parce que ça coince un petit peu. Ah oui, ça coince à cause de ça. Ça coince à cause de ça. C'est quoi ça? Bon, revenons. Donc, on avait rajouté, dans le TP5, on va rajouter l'association client avec une autre classe, le mall. Mais cette association, elle est tellement forte. Donc, tu vois bien ici, les différentes multiplicités, elles sont fortes. 1 étoile et 0 étoile. Donc, elle est tellement forte qu'elle a créé une nouvelle classe. C'est ce qu'on appelle une classe d'association. Ça veut dire une association qui était l'objet de création d'une nouvelle classe. C'est ce qu'on appelle une classe d'association. Et par la suite, on verra qu'une classe, elle pouvait avoir une association réflexive. Donc, comment traduire tout ça en termes de TP? Donc, toujours est-il, juste pour résumer, le TP5, je ne vais pas peut-être vous l'envoyer fait, mais par contre, le TP2, 3 et 4, je vais vous les envoyer fait parce qu'on les a déjà vus. On les a déjà vus. L'énoncé et la solution des TP. La solution des TP. Le TP5, si j'arrive à le terminer, je peux vous envoyer juste l'énoncé. Avec le document que je compte vous envoyer ici, dans l'envoi numéro 2, en l'occurrence, correspondance modèle objet UML en Java, vous pouvez très bien réaliser vous-même le TP5 parce que vous allez vous baser sur ce document pour traduire les différentes relations. Est-ce que vous m'avez compris? S'il vous plaît? Oui, madame. Voilà. Est-ce que d'autres questions? Est-ce qu'il reste d'autres questions? Non, merci, madame. Comment? Je pense que tout est clair. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, donc je vais clôturer la séance. Mais avant de la clôturer, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, donc stop, voilà, comme ça. Théoriquement, il va enregistrer la séance. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et rendez-vous à la prochaine séance. Est-ce qu'on peut rajouter une autre séance durant la semaine prochaine? S'il vous plaît. Je pense pas, madame. Vous ne pensez pas, vous ne voulez pas étudier? Non, madame. Madame Kroll, avec la charge et tout, madame, on ne peut plus. Avec les autres modules, il n'y a pas un module que vous avez fait pas mal de choses. Vous allez bientôt terminer le module. Non, madame, je pense pas. Non, 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 madame. Comment? Ah, quand même, hein, quand même. Bon, ben, je vous souhaite bon courage. On essaye de faire avec ce qu'on a comme moyen ici. Voilà, voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc, je vais arrêter la séance. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et rendez-vous à la prochaine. Inch'Allah, madame. Voilà, Merci. portez-vous bien.